RCN. Le son de la différence. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'automobile de Lorraine et je suis avec Monsieur Lanquetin. On va faire le tour du musée et on va vous expliquer un peu son histoire. Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbès. La boum ! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, un tout petit peu, savoir votre rôle dans le musée? Alors déjà un petit peu d'histoire, le musée automobile de Lorraine a été créé l'association a été créée en 69 et on se trouve ici sur une ancienne base de l'OTAN, oui. Ce qui est important de savoir. Et à ce moment-là, il y avait un certain nombre de bâtiments qui étaient disponibles et le gestionnaire du parc à l'époque cherchait notamment des associations pour s'installer. Donc c'est à l'initiative de trois collectionneurs à l'époque qui cherchaient des lieux pour entreposer leurs véhicules, qu'un premier bâtiment a été loué, qui en 70 s'est ouvert au public, donc le musée en lui-même s'est créé à ce moment-là, donc on est dans le cadre d'un musée associatif. Et au fil des ans, l'association s'est développée, le musée a évolué, pour déménager d'un premier bâtiment vers le bâtiment principal dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel on a entre 80 et 90 voitures exposées, on va dire de 1910 jusqu'aux années 80 à peu près. D'accord. La particularité de ce musée, c'est qu'il est complètement associatif, c'est-à-dire il est financé que par les cotisations de ses adhérents. On ne touche aucune subvention de quiconque pour le faire fonctionner. Donc ce sont les adhérents qui adhèrent à l'association et puis exposent leurs véhicules dans le musée ou entreposent dans un autre local qui leur est destiné également. Ce qui fait que c'est un musée qui évolue assez souvent dans le nombre des voitures et dans la particularité des voitures exposées, parce que les adhérents, la plupart du temps, mettent une voiture quelques mois, la reprennent, en mettent une autre, roulent avec. Enfin voilà, ce sont un lieu plutôt vivant et pas très statique. Certains véhicules nous appartiennent, ils ont été donnés à l'association au fil de l'eau, en 50 ans, et on a eu quelques donations. Et je vous montrerai notamment tout à l'heure deux véhicules emblématiques qui nous ont été donnés. C'est pour la première, une Ford T de 1923 avec une histoire nancéenne et également une Citroën SM de 71 qui a également une histoire, pas lorraine, mais une histoire du sud de la France. Okay. Que vous dire de plus par rapport à ça? On a 180 adhérents, on est ouvert toute l'année pratiquement, on ouvre en mars pour fermer en novembre, essentiellement les mercredis après-midi, samedi après-midi, dimanche après-midi, et pendant la période d'été, on est ouvert du mercredi au dimanche, toujours en après-midi. On essaye plutôt chaque année de proposer des expositions temporaires, sur un thème précis. En début de saison, c'est-à-dire au mois de mars, on a ouvert le musée avec une exposition pour fêter les 50 ans de la Citroën CX. Pendant 2 mois, on a eu quelques modèles intéressants, et notamment une CX Tissier à 6 roues. Et on va en septembre, le week-end après les Journées du patrimoine, proposer une exposition sur Panhard. D'accord. Donc qui va durer jusqu'à la fermeture du musée vers le mois de novembre. Et comment ça se passe du coup pour ces expositions-là? C'est des voitures qu'on vous prête du coup Oui, on fait appel à nos adhérents qui peuvent avoir des voitures
qui rentrent dans le critère d'exposition, mais on fait appel aussi à tous nos amis collectionneurs des autres associations. Sur le site d'ailleurs du parc de Haye, il faut citer une autre association qui, elle, a plus de 40 ans, enfin à 40 ans, elle a fêté ses 40 ans cette année, qui est le Club Vignette Gratuite, Oui. qui est connu parce qu'ils organisent beaucoup de rallyes et ils nous apportent quelquefois effectivement pour ces expositions temporaires quelques véhicules d'adhérents. Et on essaye de monter ensemble des opérations communes, étant donné qu'on n'est pas très éloignés les uns des autres. Et c'est avec eux que vous vous occupez de toutes les voitures, de les entretenir? C'est avec nos adhérents. D'accord, donc pas avec les vignettes. Pas pour les entretenir, non. Si ce n'est l'opération Ford T dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est effectivement une opération commune entre nos deux associations. D'accord. D'accord. Et c'est pareil parce que dans le musée, il n'y a pas que les voitures. Je vois qu'il y a plein d'objets, plein de magazines, tout ça. Ça aussi, ce sont vos adhérents qui... Oui, les magazines, ce sont des magazines qui nous sont donnés par des adhérents ou non adhérents. C'est vrai que quand on est collectionneur, on achète beaucoup, puis à un moment donné, on manque un peu de place. Donc, on les met à disposition, on les vend, et c'est quelquefois intéressant de trouver des revues qui ont 30 ou 40 ans, en tout cas pour le collectionneur. Les affiches, effectivement, ça fait partie de la décoration, du musée. Puis on a également une collection assez particulière qui sont des wheelers qu'on trouve sur les voitures. Alors moi je ne suis pas un spécialiste, mais il paraît que c'est relativement rare. C'est un collectionneur qui à un moment donné nous a proposé de les exposer. Donc on a accepté, et donc c'est exposé aux yeux du public qui visite le musée. D'accord, donc tout ça, c'est des wheelers. Oui. Tout ce qu'on a devant nous. Alors je ne pourrais pas vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Parce que c'est plutôt pour des voitures Oui, très anciennes. années 20, 10, Oui. donc je ne suis vraiment pas spécialiste en la matière. D'accord. Bon, on peut commencer à faire peut-être le tour. On va faire le tour. Alors un projet, je vais quand même vous en parler, parce que c'est important, même si bon, là on a pris un peu de retard, parce qu'on pensait le mettre en œuvre pour l'ouverture en 2024. On va développer ici un module garage. D'accord. On a été sollicité il y a 1 an et demi par les descendants d'un garagiste de Luxeuil qui vendait le bâtiment, et donc il y avait à l'intérieur un certain nombre de matériel très anciens, années 10, 20, 30, de ses parents, qu'on a récupéré. Alors il y a notamment des machines, des tours, des choses comme cela qui ont été exposées là, mais on va vraiment reconstituer le garage, parce que effectivement ces machines elles fonctionnent avec un système de poulies, donc on va remettre l'arbre d'entraînement au plafond et entraîner ces machines-là. Donc tout cet espace-là va évoluer pour montrer un peu de façon pédagogique ce que pouvait être un garage dans les années 30-40. D'accord. Et ça aussi, c'est des donations? Oui. Ok. En partie. On a une grosse partie qui a été donnée, et puis on a acheté quelques pièces qui nous intéressaient, notamment 2 voitures qui dormaient dans le garage depuis pas mal d'années, qui sont rénovées, qui sont une Rosalie et une Traction. La Rosalie d'ailleurs a participé à un tournage dernièrement, alors je ne sais plus avec quelle association, mais un tournage qui s'est effectué à Avrainville sur la période de la débâcle française. Donc la voiture a été exposée et filmée dans le cadre du film. D'accord, c'est intéressant. Alors au niveau de l'organisation du musée, on a 3 modules. Ce premier module qui nous sert également quand on fait nos expositions temporaires, donc c'est-à-dire c'est un module qui généralement est vidé et utilisé pour faire des expositions temporaires. Donc là on y trouve aujourd'hui des véhicules un peu de toutes les années, parce que l'exposition de CX étant terminée il n'y a pas très longtemps, il a fallu réintégrer un certain nombre de voitures. Mais on essaye quand même d'avoir une cohérence au niveau des 3 modules pour que ce soit un peu plus dévolu historiquement. D'accord. Donc on retrouve là sur ce module-là des véhicules des années 60, des années 80. À 80, je pense à la GSA, années 60, je pense à la Dauphine.
à la Simca Chambord qui est là-bas, à la Simca Vedette qui est là, avec une particularité tout de même dans ce module-là, c'est la 4L France Télécom, Oui. qui appartient à une association d'anciens des télécoms, donc qui ont rénové cette voiture-là, 4L, et qui ont rénové également une Juva 4, qu'on ira voir tout à l'heure, si vous le voulez, qui effectivement étaient des véhicules utilisés dans le cadre des télécoms à l'époque. Bon, France Télécom, c'est plutôt années 80, la Juva 4, c'était plutôt années 60. La Renault, celle-là là, de France Télécom, la 4L, du coup, Oui, 4L. c'est une voiture qu'on retrouve beaucoup à l'époque chez... Enfin, je sais que la Générale des Eaux, ils avaient la même, par exemple. Oui, oui. Et je ne sais pas si EDF aussi n'avait pas des voitures comme ça. Si, c'était toutes les grandes entreprises qui intervenaient, la plupart, et puis bon, la Poste, hein, évidemment. Oui, la Poste aussi. En jaune. C'était des véhicules utilitaires de l'époque, qui aujourd'hui sont remplacés par des Kangoo ou des choses comme ça. Hein. Oui. Mais c'était des véhicules très communs. Alors, ce qui fait la rareté de ces véhicules-là, c'est qu'effectivement, comme ils ont été utilisés de manière professionnelle, la plupart du temps, ils ont traversé le temps et ont été, pour la plupart ont disparu. Donc, quand on a quelques exemplaires qui ont pu être rénovés comme celle-là, on les expose parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Puis elle est en forme, elle est magnifique. Ah bah, elle a été refaite entièrement. Hein. Toutes les voitures du musée roulent? Elles peuvent rouler? Non, pas toutes. La plupart roulent parce qu'elles appartiennent aux adhérents. Après, il y a des voitures qui appartiennent à des adhérents mais qui ne roulent pas parce elles sont là depuis quelques années. Mais bon, qui pourraient être remises en route, à mon sens, avec un peu de travail, bien évidemment, parce qu'une voiture qui ne roule pas, à un moment donné, il faut quand même y passer un peu de temps pour la remettre en route. Hein. Effectivement. On fait le tour du module, si vous voulez. Donc, on a une magnifique Rolls-Royce là, qui est entrée il n'y a pas très longtemps. Donc plutôt années 80. 403, la voiture familiale par excellence de Peugeot des années 60, qui est dans un bel état d'ailleurs, dans sa robe noire. Une rare, on va dire, traction 15 chevaux, 6 cylindres. Donc c'était le summum du summum de chez Citroën à l'époque, donc elle est des années 50. Donc c'est un moteur 6 cylindres qui fait 15 chevaux, donc très puissante. Bon, tout le monde connaît la traction, hein, c'était la voiture des voyous, c'était la voiture des policiers, c'était la voiture des FFI pendant la guerre. Donc ça reste une voiture emblématique. C'est une star du cinéma aussi. C'est l'histoire du cinéma, pratiquement dans tous les films des années 50-60, vous en voyez. La traction est sortie en 1934. Elle fête cette année ses 70 ans. Et ce sont des véhicules qui restent emblématiques. Une CX Prestige de 86. Donc la CX est sortie en 75. Là, on est dans la version 2 de la CX, avec des pare-chocs en plastique, alors qu'à l'origine, ils étaient en chrome. Et la CX Prestige, si on se met sur le côté, ici, on remarque que la partie arrière, notamment la porte arrière, est allongée, parce que la partie arrière fait 30 cm de plus qu'une voiture normale, qu'une CX normale. Donc c'était la voiture des ministères, et la CX, pour ceux qui étaient nés en 95, c'était la voiture de Jacques Chirac quand il a été élu, quand il a traversé Paris avec sa voiture personnelle, et c'était une voiture de ce type-là. Donc ça reste une voiture mythique de ces époques-là. C'est très long comme voiture. Hein. C'est très long, ça fait 5 mètres, oui. Oui. Comparé aux autres Et derrière, vous avez une place, vous pouvez aller filmer si vous voulez l'intérieur, elle est ouverte, hein, mais vous avez une place importante pour s'installer, c'est un véritable salon. Hein. Elle est en superbe état, hein. Ouais. Même les intérieurs. C'est incroyable le travail qui a été fait sur les voitures.
Ah, ça demande beaucoup de temps, oui. Ouais, j'imagine. Un peu d'argent aussi, Oui. mais puis il y a beaucoup de passion. Hein. C'est surtout ça. Hein. C'est la passion qui nous anime en général, les Mais collectionneurs. même au niveau des pièces, pour trouver les pièces, ça doit pas être évident, non? Ça dépend des voitures. Il y a des voitures pour lesquelles on trouve beaucoup de pièces refabriquées. Je pense notamment à la DS. Vous avez des sites qui se sont créés, enfin des fabricants, enfin des revendeurs plutôt, qui se sont créés où on trouve quasiment de quoi refaire une DS de A jusque Z, comme une 2 chevaux par exemple. Il y a des entreprises qui revendent toutes les pièces, même de carrosserie. Après, vous avez des voitures un peu plus rares où là effectivement, il faut chiner, il faut regarder sur Internet, il faut chercher, on va dire, participer aux bourses d'échange et il y a quelques pièces qui sont quand même assez difficiles. Une GSA, donc c'est l'évolution de la GS. La GS est sortie en 70, celle-là est de 82. Elle s'arrêtera en 84, elle sera remplacée par la BX ensuite. Une Panhard. Donc une marque qui était très ancienne, hein, a été créée dans les années 20, en même temps que les marques Renault et Citroën, et qui a disparu à un moment donné dans les années 70. Alors c'est une marque qui a été rachetée par Citroën fin 60. Alors, on dit toujours que c'est Citroën qui a tué Panhard. En l'occurrence, Panhard a disparu, donc c'est peut-être vrai. Et la particularité de ces voitures Panhard, c'est que vous avez des moteurs un peu comme les 2 chevaux, 2 cylindres à plat, qui fait que ça a quand même un bruit assez caractéristique. Bon, c'est pas des foudres de guerre, mais c'était des familiales de l'époque. D'accord. Donc on a une autre Panhard là-bas, une Dyna, mais celle-là c'est la PL17, c'est une des plus connues, une des familiales des années 60. Simca Chambord. Alors Simca, c'est effectivement aussi une marque qui a disparu. Je voyais pas ça aussi gros. Comment ? Je voyais pas ça aussi gros comme voiture. Ah oui, il y a plusieurs modèles. Là, c'est une Chambord, c'est la voiture, on va dire, de maître de l'époque, assez chère, qui venait en concurrence des DS, donc c'était vraiment des voitures assez luxueuses. Alors, il faut savoir que Simca, c'est une marque qui a été créée dans les années 40-50, je ne crois plus vous donner la date exactement, qui a été créé et qui au départ vendait des Fiat. Ok. Donc Simca, c'est plus la plupart du temps, tout du moins au début, des dérivés de Fiat. Alors pourquoi ça s'était créé ? Tout simplement parce qu'il y avait des droits de douane entre l'Italie et la France, et une Fiat qui était importée en France coûtait très cher, alors que faire importer des pièces et les construire coûtait moins cher. Donc Simca s'est créé à ce moment-là. Donc au début de la carrière de Simca, vous avez beaucoup de Simca qui ressemblent à des Fiat et réciproquement. Et ensuite, la gamme s'est étoffée et donc a développé des modèles. Les moteurs, là on est sur un moteur Ford, je crois, sur la Simca Chambord. Et puis c'est aussi une marque qui a disparu un peu plus tard, parce que Simca a été racheté par Chrysler. Chrysler a ensuite été racheté par Peugeot. Et Simca, à ce moment-là, s'est appelé Talbot. Dans les années 80, les garages Peugeot sont devenus des garages Peugeot-Talbot. Et puis, dans les années 80, il y a eu des grands conflits sociaux à l'usine Talbot, et la marque a disparu à ce moment-là. C'est Peugeot qui a été gardé. Une Nissan Prairie. Une particularité de ces voitures-là, c'est que c'est le premier, on va dire, SUV de l'époque, avec la particularité de ne pas avoir de séparation entre l'avant et l'arrière. Voilà, donc il y a un sentiment d'espace assez grand, et on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui de ces Nissan Prairie. Je vous avais parlé tout à l'heure de France Télécom, plutôt PTT. Donc là, on est dans le cadre de la Juva 4 PTT, donc qui appartient à l'association dont je vous parlais, qui a été entièrement rénovée également, et qui est dans un état assez exceptionnel. Et cette voiture juste à côté ? À côté, c'est une Lagonda, donc une voiture plutôt rare, coûtant plutôt cher, on va dire. Voiture avec un moteur assez important, des années 50.
Et à côté, vous avez un modèle particulier qui est la Renault Colorale, qui est une voiture qui a été développée dans les années 50 pour le marché notamment du Maghreb, donc le marché colonial. Ah oui. Et c'est une voiture qui est haute surface, c'est pas un 4x4, mais ça permettait de pouvoir rouler assez facilement sur les pistes du Maghreb. Maroc, Tunisie, Afrique. Une autre Simca ronde, donc plus modeste que la Simca Chambord, donc plutôt grand public, qui a bien fonctionné au niveau des ventes. Et pourquoi la madame à côté? Pour essayer de décorer, un petit peu. On a un monsieur là-bas, on a une dame là. Voilà, on a acquis il n'y a pas très longtemps des mannequins, ce qu'on s'est dit, ça égaye un petit peu l'exposition, parce qu'autrement on ne montre que des voitures. Et ce qui est intéressant aussi, et on ne l'a pas encore fait, enfin on l'a fait il y a très longtemps, c'était mettre en condition des voitures avec des objets de l'époque. Ah oui. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui. Pourquoi pas les habiller dans la même année que la voiture à côté? On n'est pas très éloigné là, je pense. Enfin, quoi que ça, c'est plutôt années 70, je pense. Une particularité, c'est ce véhicule-là, qui n'est pas... Alors, tout le monde, je pense, connaît l'Acadiane, qui est le véhicule utilitaire de Citroën sur une base de Diane. Là, on est sur une Diane qui a été fabriquée en Roumanie, donc une Diane pick-up, qui n'a pas existé pour le marché français, et qui donc est un pick-up. Voilà, donc c'est vraiment une voiture assez atypique, assez rare, et voici les raisons pour lesquelles on l'expose. C'est normal qu'elle est inclinée Comme ça? Oui. Oui. D'accord, c'est la voiture en elle-même qui a été faite. C'est la voiture qui a été faite comme ça. Oui, tout à fait. Ah, c'est atypique. La Mi 6, qui est un modèle emblématique de Citroën, sorti en 61 jusque 68, donc dessiné par Bertoni, qui a également dessiné la DS. La particularité de la Mi 6, qui est sur une base de 2 chevaux, on est sur un moteur de 2 chevaux, un châssis de 2 chevaux, ça se voulait une voiture entre la DS et la 2 chevaux, parce qu'à l'époque, il y avait 2 modèles chez Citroën, la 2 chevaux qui était plutôt bas de gamme et la DS qui était plutôt haut de gamme. Donc la Mi 6 en 61 est sortie pour pallier au manque de véhicules sur le segment entre 2 chevaux et DS. Et la particularité de cette auto, c'est surtout l'arrière, alors que certains adorent et que d'autres n'aiment pas du tout, c'est la partie inversée de la lunette arrière. Ah oui, effectivement. Voilà, qui est assez particulière, qui ressemble un peu, alors pour les fans d'Harry Potter, ça va leur parler, mais à la Ford Anglia, parce que la Ford Anglia a le même profil, on va dire. Alors bon, il y a toujours une question qui a sorti en premier l'idée de cette arrière inversée. Bon, ça, on n'a pas la réponse. Par contre, on sait pourquoi la Mi 6 a cette arrière-là, tout simplement parce que le directeur de Citroën à l'époque ne voulait pas d'un utilitaire. Et le fait de continuer la lunette arrière dans l'autre sens, ça pouvait penser à une voiture utilitaire. Et ça, chez Citroën, à l'époque, personne n'en voulait. Là, ça fait sûr que ça l'est un peu plus classe, la voiture, qu'un utilitaire. Oui, Elle est tout à très jolie, fait. cette voiture. Tout à fait. Et puis, ça en fait sa particularité. Alors, certains aiment, effectivement, et à sa sortie, beaucoup n'ont pas aimé. Ah, oui. La Mi 6 n'a pas très bien fonctionné dans son lancement en 61. Elle a beaucoup mieux fonctionné quand le break est sorti en 63 ou 64. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, il n'y avait plus cet arrière tronqué qui gênait certains. Après, l'accès au coffre n'est pas facile non plus. Oui, effectivement. Voilà. Ici, nous avons une Mazda. Et à côté, une 2 chevaux, l'emblématique 2 chevaux, qui est sortie en 49. Donc voilà, qui ne connaît pas la 2 chevaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une 2 chevaux, aujourd'hui, on retrouve toutes les pièces. Alors, plus ou moins bonne qualité, il faut savoir sélectionner.
mais vous avez la capacité de pouvoir reconstruire une 2 chevaux de A jusqu'à Z, du châssis, les ailes, enfin tout se retrouve, les moteurs. Bon, après, c'est une question d'argent. Mais... C'est une voiture qu'on trouve encore facilement un peu partout. C'est une voiture qu'on trouve facilement un peu partout, souvent. qu'on croise, qui a une cote assez élevée par rapport à ce qu'elle est, parce que c'est quand même un véhicule plutôt basique. Hein. Une cote de 2 chevaux, c'est 10-15 000. Ah oui. Alors que vous avez des modèles beaucoup plus rares. Alors bon, je ne connais pas la cote exacte d'une américaine, mais vous pouvez vous trouver une américaine pour le même tarif, quoi. D'accord. Donc ça reste une voiture très emblématique qui effectivement intéresse les collectionneurs. Donc la cote a tendance à augmenter depuis plusieurs années. En tout cas, ne baisse pas. La 4L suit un peu le même trend. Hein. Toute la périphérie de cet espace-là, ce sont des véhicules plutôt d'avant-guerre. Donc on va s'intéresser à ce côté-là. Bon, une voiture voilà, qu'on avait en stock. Donc là, c'est le deuxième module. C'est le cas, on va dire le 4e module. Hein. Vous avez le premier ici, le 2e au milieu, 3e là-bas. Je parle des modules du milieu. Quand je parle des modules 1, 2, 3, la périphérie, c'est un module particulier. Bon, ce véhicule, on ne savait pas trop quoi en faire, et puis on s'est dit voilà, on va l'exposer dans son état. C'est amusant. Les voitures rouillent aussi. En plus, il y avait une exposition d'ailleurs au musée Schlumpf l'an dernier sur les voitures de ce type-là. Donc on s'est dit on va recréer et puis la mettre un peu en valeur, la pauvre. Elle était dans un hangar pendant des années. Une quadrillette Peugeot 1923 qui roule. Elle roule ? Elle roule, oui, elle démarre, elle roule. Donc voilà, on l'utilise. Alors il y a des voitures qu'on fait rouler notamment aux Journées du patrimoine. Oui. Parce qu'aux Journées du patrimoine, le musée est ouvert gratuitement. Donc pour faire rentrer un peu d'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, de pouvoir équilibrer nos comptes. On propose des baptêmes aux voitures anciennes. Ah, génial. Donc celle-là. Pas cette année, pas l'année dernière, mais cette année on va la faire rouler. On avait fait rouler la Ford T en 2023. Ok. Waouh. Citroën B14 qu'on est en train de remettre en route. Là, bon, elle ne tourne pas encore. Le moteur n'est pas bloqué déjà, mais bon, elle ne tourne pas. Mais on a décidé de la remettre en route cette année, donc voilà, il y a un peu de travail dessus. Et puis voilà, elle pourra également être l'occasion de pouvoir participer à des baptêmes, voire à d'autres manifestations, parce qu'on essaye aussi de participer à des manifestations tous les ans. On participe notamment au Salon de Reims. Oui, où il y a une grosse manifestation de véhicules anciens. À la Madine également, en avril, où là, il y a des milliers de voitures. Donc en général, on emmène une voiture en exposition avec un peu d'oriflamme du musée pour se faire connaître. Oui, il faut. La Ford T dont je vous parlais. Alors la particularité de cette voiture, ça va parler aux Nancéens, mais ça va parler aux Nancéens, on va dire, qui ont 50, 60 ans. Quoi. Les plus jeunes, je ne pense pas qu'ils connaissent la marque. La particularité de cette voiture, c'est que vous avez sur son côté l'emblème de la porte de la CRAF. Ah oui, effectivement. Porte de la CRAF, pourquoi ? Parce que dans les années 1890, je crois, une entreprise s'est créée qui était importateur de vin. C'est pour ça que vous avez des bouteilles qui sont exposées également là. Et cette entreprise s'appelait les Vins de la CRAF. Et dans les sous-sols de la porte de la CRAF était donc entreposé le vin à cette époque-là. Bon, après, l'entreprise s'étant développée, elle s'est installée dans une ancienne brasserie à Maxéville. Donc les Vins de la CRAF, ça parle aux Nancéens parce que, bon, moi j'ai 60 ans, je me souviens que quand j'étais gamin, toutes les épiceries, parce qu'il y avait beaucoup d'épiceries à l'époque qui ont disparu aujourd'hui, bien évidemment, mais toutes les épiceries avaient l'emblème du vin de la CRAF avec des supports publicitaires qui étaient donnés par l'entreprise pour faire la promotion de leur marque. Donc ça pouvait être des présentoirs, ça pouvait être des parasols, etc. Donc ça, dans le quotient collectif, dans l'inconscient collectif des Nancéens, c'est une marque qui parle.
Cette voiture-là a été achetée par l'entreprise, alors je ne peux pas vous dire la date exacte d'achat, c'est pas le plus important, bon, je pense dans les années 70, pour servir de base marketing de l'entreprise. Donc elle a été relookée, parce que Ford T, ça n'a jamais existé de cette couleur-là, elle a été relookée avec effectivement les logos de la marque, et puis si vous allez voir derrière, vous pourrez voir qu'il y a deux petits tonneaux, 2 tonneaux de vin. Ah oui, effectivement. Donc voilà, donc c'est une voiture qui était exposée devant les magasins, notamment des vins de la Craft. C'était un de leurs spots publicitaires. C'était un support vrai. publicitaire. Elle a été donnée au musée dans les années 80. Ah oui. Bon, à C'est l'époque, pas elle bon, tournait plus ou moins, et puis bon, elle a été exposée et pas redémarrée. Et il y a 2 ans, avec le Club Vigné Gratuite, on s'est dit, c'est dommage d'avoir un véhicule ancien, parce que 23, ça commence à côté, hein, on a fêté ses 100 ans l'an dernier. Donc les 2 clubs se sont, on va dire, affiliés avec des personnes plutôt anciens, qui connaissaient la mécanique, ce type de mécanique, et la voiture a été rénovée. Ok. Donc aujourd'hui, elle tourne, on l'a fait sortir, en 2023, elle est allée sur ses roues et avec son moteur au lac de Madine. Donc voilà, il faut un peu de temps. Il faut savoir la conduire aussi, parce que c'est assez particulier. Hein. L'accélération se fait au niveau du volant, il y a que 2 vitesses, il y a très peu de freins. Bon, voilà, c'est très particulier, mais bon, elle roule et on la sort de temps en temps, notamment pour les baptêmes, dans les journées du patrimoine. Eh ben, ça a l'air très fragile comme voiture. C'est relativement fragile, c'est vrai que c'est de la tôle, c'est rudimentaire, on va dire, c'est rudimentaire. Ensuite ici, vous avez un certain nombre de véhicules anciens. Alors je ne suis pas hyper spécialiste des véhicules d'avant-guerre, mais on va passer en revue peut-être les marques de l'âge. Donc c'est une marque qui a disparu. Buick, c'est une marque qui parle peut-être plus parce que, je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, elle a existé pendant très longtemps. Citroën, une Citroën C4. Donc, quand vous remarquez, c'est des voitures pour lesquelles elles sont souvent décapotables. Oui. C'est une particularité des voitures d'époque, même si elles n'étaient pas destinées spécialement à des pays chauds. Donc, c'était quand même des voitures ouvertes à tout vent. Et on le voit d'autant plus sur celle-ci, qui est une de Lyon-Bouton, où là on se rend compte réellement du clivage des classes. Hein, le chauffeur qui lui prend toute la pluie ou la neige quand il pleut ou il neige, et puis le maître qui est derrière, bien à l'abri, bien au chaud. Une Chandler, qui est une voiture américaine, je crois, qui est plutôt jolie. Elle est très imposante comparée aux autres. Comment ? Elle est très imposante. Elle est imposante, oui. Oui, quand on regarde, les autres voitures sont plutôt modestes en taille, mais certains modèles qui sont très, beaucoup plus imposants. Cette Renault AM, qu'on a depuis peu de temps, qui est exposée avant au musée du Fer à Jarville, qui est très ancienne, parce que la production c'est 1907-1910, donc qui est dans un bel état et assez exceptionnel. C'est la plus ancienne qu'on ait aujourd'hui, de véhicules début de siècle. Avec les lanternes encore. Avec les lanternes, oui, tout à fait. Avec sûrement la particularité de conduite de ces modèles-là. C'est assez particulier à conduire, il faut maîtriser. Un Latil, un camion qui était destiné, qui vient des brasseries de Saint-Nicolas-de-Port, qui était, je pense, un camion de pompier, parce que vu la couleur et puis vu la réserve qu'il y a derrière, je pense que c'était destiné à éteindre les feux. Je pense qu'on a la pompe, je pense, qui est en dessous ici, et donc qui est là depuis des années, et qui est particulier quand même. Effectivement. Et quand on regarde, a presque le même avant que
que la Renault au niveau du capot. Peugeot 201, Citroën C4, Renault KZ. Alors cette voiture elle a une particularité, c'est que c'est une voiture de famille. Et l'adhérent qui en est propriétaire aujourd'hui nous a parlé de son histoire. C'est une voiture qui a fait la débâcle. On parlait de débâcle tout à l'heure par le film dans lequel on a participé, mais elle a réellement fait la débâcle. Et il y a quelques impacts sur la voiture. Vous pouvez expliquer ce que c'est la débâcle? La débâcle, c'est la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de la France par les Allemands en 1939. Donc la peur des Français qui revoyaient pour certains les mêmes scènes que ce qui s'est passé en 1914. Donc des flux de population qui fuyaient l'est de la France pour aller se réfugier là où ils pouvaient. Bon, après l'armistice ayant été signé en 1940, et la plupart ont réintégré leurs habitations, mais c'est vrai que dans les premiers instants d'une guerre, vous avez toujours un phénomène de mouvement de population qui, évidemment, a peur de l'ennemi. Donc c'est effectivement ce qu'on appelle la débâcle 39-40 au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Une Reos, une voiture une voiture américaine, qui est assez rare, en tout cas chez nous en France. On appelle ce type de voiture coupé un coupé docteur. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais les voitures qui sont effectivement cas de porte sont généralement appelées coupé docteur. Une Rosengar, semble toute petite comme voiture, mais très populaire à l'époque. Une Panhard. Je vous parlais tout à l'heure de la Panhard PL17. Là, on est sur une Panhard Dina, donc qui est bien antérieure à la PL17 et qui a un look assez sympathique, assez rigolo, quoi. Et elle roule, celle-là. C'est un collectionneur qui a plusieurs Panhard et qui les fait rouler. C'est vrai qu'elle est assez atypique comme voiture. Elle est assez atypique, avec ses phares, ses petits phares. Tout est très arrangé. Son avant qui est particulier en termes de déco. L'intérêt des voitures de ces époques-là, c'est qu'effectivement, elles étaient exceptionnelles. Parce qu'elles passaient dans les mains de designers et c'était plutôt rare qu'une voiture ressemble à une autre. Ouais. Aujourd'hui, une voiture se ressemble, mais là, entre une voiture, une Dina et une Rosengar, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'éléments communs de visuel, on va dire. Bon, après, au niveau mécanique peut-être, mais visuellement, tout est différent. Et ce qui existait aussi à l'époque, et ça on l'a beaucoup oublié, c'est qu'il y avait beaucoup de carrossiers qui existaient. C'est-à-dire vous achetiez, alors c'était plutôt pour le haut de gamme, pas sur ces véhicules-là, mais vous achetiez la base d'un véhicule, puis ensuite vous demandiez à un carrossier de vous l'adapter, d'en faire ce que vous vouliez. Alors, ça coûtait beaucoup d'argent, bien évidemment, mais ça existait. Bon, ils ont tous disparu. Alors ça, je vous parle de ça, c'est plutôt avant la Deuxième Guerre mondiale. Après, ça a disparu à la Deuxième Guerre. Mais à l'époque, c'était des voitures de luxe, très chères. Une 202 en version utilitaire, qui est assez rare, qui a été entièrement refaite, qui est en très bel état, qui est là depuis à peu près 1 an. Donc on était plutôt content de l'accueillir parce que ce sont des modèles rares, les utilitaires, comme ce que je vous le disais tout à l'heure, la plupart ont traversé le temps et ont été usés jusqu'à la corde. Et souvent, il y a tellement de travail dessus qu'on ne les refait pas. Unique, alors on connaît peut-être plus Unique par les camions, la marque Unique, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que je crois qu'elle avait été rachetée par Renault à l'époque. Donc là, on est sur un véhicule plutôt familial, plutôt imposant. En général, pas très puissant, parce que ces véhicules dont je vous parle là, ils sont gros, ils ont des gros moteurs, mais ils ne sont pas très puissants. Okay. La Ford T, elle fait 17 chevaux fiscaux, mais elle plafonne à 40. C'est des voitures qui sont lourdes aussi, peut-être? Oui, elles sont lourdes, parce qu'on est quand même sur des châssis relativement lourds. Alors, ce qui existait aussi à l'époque, en termes d'économie, en termes de poids, ce qui se faisait, on le voit notamment sur l'Unique, c'est que les toits
étaient pour certaines, alors on en voit quelques-unes là-bas également, n'étaient pas en tôle, mais en toile enduite, c'est-à-dire enduite pour éviter que l'eau passe à l'intérieur. Donc ce qui faisait que ça limitait un peu plus le poids, Ok. Ah puis oui, ça limitait d'accord. aussi le coût, hein, parce que la tôle coûtait cher quand même. Une Opel Kadett. Et puis une Buick. Bon alors là, on est vraiment dans la version américaine. Là, oui. Qu'on peut encore voir, je pense, à Cuba. Enfin, ce sont des voitures qui sont très lourdes, hein, qui est très très lourdes, avec des gros moteurs. Et voilà, c'est particulier, c'est emblématique également. C'est une voiture qu'on retrouve aussi dans beaucoup de films. Ah oui, bah oui, les films américains des années 50, vous avez ce type de voiture assez régulièrement. Ce module du milieu, nous avons Studebaker, ici, qui est une voiture, alors je ne connais pas trop l'origine, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est quand même très particulière de par sa forme, qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Mercedes coupé, bon, 560, gros moteur, hein, c'est un V8, 3 ou 4, comme il fait de chevaux, ouais, 2 litres 6. Bon, déjà la bonne voiture familiale, familiale de couple, on va dire, parce que comme c'est un coupé, mais plutôt puissante. Une Dauphine à nouveau, hein, on avait vu tout à l'heure la bleue, là on est sur une configuration noire, la Triumph, qui est bon, la petite voiture de sport emblématique anglaise, hein, c'est très sympathique, c'est peut-être pas très facile à conduire parce que bon, vous avez, je pense, beaucoup de remous quand vous la conduisez, mais en tout cas c'est sympathique. Une Lancia, qui sont des voitures qu'on ne voit pas très souvent parce que la marque Lancia en France n'a pas été hyper développée. Une Morgane. Alors la Morgane, c'est pas une voiture ancienne, hein, c'est une Morgane qu'on peut acheter neuve aujourd'hui. Celle-ci? Oui. Ah oui. Ce sont des voitures qui sont refabriquées, qui sont fabriquées à la main. Hein, ça coûte un petit peu d'argent, bien évidemment, mais avec cette configuration de voiture qui ressemble plus à une Triumph, si vous voulez, mais avec des produits modernes, c'est-à-dire avec un moteur moderne, avec un intérieur moderne, etc. Mais ça reste quand même un look ancien, et c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit c'est une voiture des années 60, alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Oui, effectivement. Ah, c'est étonnant. Une très belle Mercedes Pagode. Alors Pagode, pourquoi? Parce que le toit est incurvé vers l'intérieur. Alors là, on est dans le cadre d'une pagode avec un hardtop, mais si on enlève le hardtop, il y a une capote. Donc c'est une voiture très rare aujourd'hui, qui était destinée plutôt à des gens qui avaient pas mal d'argent à l'époque. Certaines stars de cinéma d'ailleurs ont été filmées, je crois que Grace Kelly en avait une, il me semble. Donc voilà, donc c'est un modèle assez emblématique et on est plutôt content de l'avoir au sein du musée. Renault Spider, alors c'est plutôt récent mais c'est atypique. Oui. C'est un véhicule produit par Renault dans les années 95, ouais, années 90. Très peu d'exemplaires, bien évidemment, et voilà, c'est une voiture sous cette configuration-là, il n'y a pas de toit, donc vous pouvez l'utiliser que quand il fait beau. Et puis l'emblématique coccinelle, hein, que tout le monde connaît, notamment par le biais des films de Disney, les coccinelles. Donc c'est une voiture allemande, hein, développée avant la Deuxième Guerre par les nazis, hein, et l'objectif étant à l'époque de proposer une voiture du peuple au peuple, c'était ça l'idée, ce qui n'a pas été réellement le cas pendant la période de guerre, mais c'est une voiture qui a existé jusque 2003. Ah oui. Hein, et qui a continué sa production au Brésil. Donc c'est vraiment, il y a des millions d'exemplaires de coccinelles qui sont des voitures plutôt increvables. Hein. Vous pensez que les films ont aidé au fait qu'elles soient mythiques aujourd'hui? Oui. Oui, totalement. Oui.
Oui, puis c'est la voiture, la voiture de la liberté. C'est des voitures qui n'étaient pas très chères. Donc, les Allemands ont commencé à les acheter. Et puis après, les babacools, les hippies, les ont récupérées. Et c'est des voitures qui sont devenues emblématiques par ce biais-là, quoi. Là-bas, rapidement, donc on a une 204 cabriolet, une Méhari, alors qui est sur une base de 2 chevaux, qui est une voiture qui a été produite à peu d'exemplaires, mais qui aujourd'hui cote beaucoup, enfin beaucoup. Une Méhari, c'est 20 000 euros, quoi, par rapport à un châssis de 2 chevaux et puis de la carrosserie en polyester. Hein. Mais voilà, mais c'est une voiture qui... c'est aussi un art de vivre. Hein. Elle est sortie en 69, pendant l'époque des grèves des étudiants. Donc c'était vraiment l'emblème de la voiture de liberté. À côté, une Ford Taunus, une Simca Rally. Donc là, on est dans le cadre d'une Simca 1000, mais rallye, c'est-à-dire avec un moteur plutôt péchu, donc qui était destiné à faire des rallyes. Et au milieu, une BMW 2002, je crois, il me semble. Donc des modèles assez recherchés aujourd'hui, les BMW. Oh oui. Et de plus en plus. La Méhari aussi, c'est une voiture qu'on voit un peu partout. Oui. Surtout dans le sud de la France. Disons que la Méhari, c'est comme la 2 chevaux, vous pouvez vous en construire une. Hein. Vous avez toutes les pièces, vous trouvez toutes les pièces. Je ne vais pas faire de publicité, mais tout le monde les connaît. La Méhari Cassis Club, où là, vous achetez le châssis, vous achetez... après, ça vous revient plus cher que le véhicule, mais vous pouvez le refaire de A jusqu'à Z. Ah, mais vous avez aussi un petit espace cinéma. On a un espace cinéma. Alors, on a changé il y a peu de temps les sièges qui étaient assez anciens. Ils sont beaux. Et puis voilà, on a une télé au fond là-bas. Et puis ce qu'on essaye de faire en général, c'est de trouver sur YouTube des vidéos sur les voitures. L'histoire de Citroën, de Renault, on trouve assez facilement. Voilà, ça crée un petit espace, on va dire, où les gens peuvent se reposer un peu également. Puis évidemment visionner ce qu'on leur propose de voir. C'est une chouette idée. C'est rigolo, quoi. Et ce que vous avez au-dessus, le bâti, là, ça vient de station essence. Je pense que c'est une station Total. Comme ce qu'on trouve à l'extérieur, d'ailleurs. C'est fou d'avoir... L'association, ça a été beaucoup de récupération. Mais c'est fou d'avoir retrouvé ça, quand même. Ça date d'il y a très longtemps. Mais je pense que ça devait être démoli quelque part. Et puis, un adhérent s'est dit, on va récupérer. Alors, vous voyez un peu c'est quand même pas facile à ramener, c'est imposant, mais voilà. Et puis, le bénévolat fait que, quelquefois, on pousse un peu les limites et on arrive à des choses de ce type-là. On va retourner dans le troisième module. Parce que je voulais vous montrer un véhicule dont on est également propriétaire. Alors ce module, c'est plutôt un module de voiture sportive, en général. Oui. Donc Super 5 Turbo, c'est la voiture par excellence sportive qui a participé à des rallyes. Et je crois que celle-là a participé à des rallyes parce que son propriétaire était un agent Renault, donc je pense qu'il a couru avec. Matra, alors on a une ici et une là-bas. Donc Matra, c'est une marque qui a disparu également. Hein. C'était donc un constructeur, je crois qu'il était à Rennes, il me semble, qui a développé un ensemble de véhicules dans les années 70-80, donc la Baguera, la Murena. Donc là, c'est des voitures assez rares, assez emblématiques, avec les phares qui se relèvent quand on les sollicite, ce qui est assez amusant. Une Porsche 911, ça c'est le Graal de beaucoup de collectionneurs. Effectivement. En plus, dans sa version jaune comme ça, assez particulière. Mais voilà, c'est des véhicules assez recherchés. Alfa Romeo Spider, donc qui est un beau cabriolet. Bon, quand il est fermé, il n'est pas génial, mais
comme la plupart des cabriolets de toute façon. Mais celui-là, quand vous enlevez la capote, il est très joli. Et c'est cette voiture-là dont je voulais vous parler, c'est la Citroën SM. Donc c'est une voiture qui nous a été donnée il y a une quinzaine d'années. Alors qui a une histoire alors plutôt locale, hein, mais elle a appartenu à un sénateur de Lot-et-Garonne, qui était également maire de Fumel, conseiller général également, je crois. Et la famille, quand monsieur est décédé, avait gardé la voiture et ne voulait pas la vendre, parce qu'il y a une histoire familiale concernant cette auto. Donc ils ont fait le choix ils ont cherché, et ils ont fait le choix après de la donner au musée automobile de Lorraine. Donc elle est là depuis une vingtaine d'années, on va dire. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de la remettre en route et de la remettre sur la route. D'accord. Donc on a déjà fait une première évaluation, on l'a redémarrée, donc elle redémarre, le moteur n'est pas bloqué, elle monte, hein, parce que comme toutes les Citroën, elle est hydraulique. Bon, après il y a un gros travail de réfection du moteur, parce que c'est un moteur Maserati. Alors, juste un petit peu d'histoire, Citroën dans les années 60 a racheté la marque Maserati, qu'on connaît pour ses véhicules ses véhicules de prestige et ses moteurs notamment. Parce que Citroën a toujours eu des difficultés à avoir des moteurs performants. D'accord. La DS, qui était une voiture révolutionnaire, est sortie et puis a fait sa carrière d'ailleurs avec le moteur de la traction. Le moteur de la traction, c'est les années 30. Donc au niveau moteur, Citroën n'était pas très bien loti. Donc ils ont racheté la marque Maserati pour tenter de développer des moteurs pour leurs véhicules. Et la SM, donc à l'époque, a été sortie avec cet objectif-là. Sauf qu'elle est sortie en 71. En 73, c'était le choc pétrolier, où les prix du pétrole ont flambé. Alors je ne sais plus de combien, mais ils ont flambé. Et bon, c'est une voiture qui consomme pas mal quand même. Ouais. Donc ça a été un peu le fait qui a fait que cette voiture a été peu développée. Et elle coûtait quand même le prix de 3DS quand même. Hein. Ah oui. Hein, donc c'était vraiment destiné à... Donc elle n'a pas beaucoup été vendue. Elle n'a pas été beaucoup vendue. Aujourd'hui, on pense, parce que j'avais questionné le club SM Club de France, on pense qu'ils pensent qu'il doit en rester 5000 exemplaires. Ah ouais. Alors, roulante ou pas roulante. Hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein, c'est plutôt rare. Bon voilà, elle a un design très particulier, une aile arrière qui est très longue. C'est vraiment la voiture... Très basse aussi. Oui, c'est la particularité des Citroën. Hein. DS, SM, GS, BX, enfin la plupart des Citroën après 50, elles sont hydrauliques, c'est-à-dire que la suspension fonctionne sur une base de fluide injecté dans des canalisations qui vont gonfler des sphères. Donc si on la met en route, elle va monter en pression au niveau des différentes sphères de suspension et elle va monter. Et tout fonctionne avec l'hydraulique sur une Citroën DS ou SM ou GS. C'est-à-dire que si vous avez une fuite hydraulique, il n'y a plus de frein, plus de direction, plus de suspension, plus ceci, plus cela. Mais c'est aussi le côté très exceptionnel de confort des Citroën. Ford Mustang, bon ça c'est aussi des voitures mythiques recherchées par certains collectionneurs. Alors il y a une Mustang, bon là on l'a en version fermée, il y a là-bas une version cabriolet. Donc ce sont des voitures exceptionnelles. Alpine, Alpine. Et également Alpine, derrière, la bleue, la blanche, ce sont deux Alpines. Une rare Volvo 1800. Alors pour ceux qui s'intéressent aux séries anciennes, c'était la voiture de Roger Moore dans Le Saint. Bon, c'est une... Je connais pas du tout. Non, c'est les années 60, hein, mais voilà, c'était sa voiture. Bon, je ne sais plus ce qu'il était espion, je crois, il me semble. Et c'était la voiture du Saint dans la série. Une autre Porsche qui est une réplique de la Porsche de James Dean. Donc c'est une réplique, hein, c'est pas une véritable.
Donc une 356, qui est quand même très particulière. Il y a très peu de place à l'intérieur. Je sais qu'une fois j'ai participé pour la faire bouger, j'ai eu du mal à entrer, j'ai eu beaucoup de mal à ressortir. Une autre Porsche également. Donc là on est plutôt dans le module des... Puis là donc une Mustang. On est plutôt dans le module ici des voitures sportives. Voilà. Ben voilà, on a fait le tour du musée. Bon, au mur, vous avez quelques vélos qu'on a récupérés, des affiches. Enfin, voilà, on a un peu de déco pour rendre les choses un peu plus agréables, surtout que les murs sont un peu gris aujourd'hui. On essaie de trouver une solution pour les repeindre, mais ça fait quand même beaucoup de mètres carrés. Vous avez aussi quelques deux roues? On a quelques deux roues, oui, on a quelques deux roues, de ci, de là, voilà, là-bas, ici. Oui, ce sont des collectionneurs qui collectionnent aussi les deux roues. Il doit y avoir un Solex quelque part. Oui, il y en a, oui. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais il y en a un, effectivement. Là, voilà, une Peugeot. Un tricycle. Le vélo, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, celui-là. Ça, c'est très ancien. Et est-ce que certaines de ces voitures font aussi certaines sorties des vignettes gratuites? Parce que parfois ils font des sorties à thème. Les vignettes gratuites organisent des rallyes. C'est vrai que nous, adhérents du musée de l'auto, on a des voitures, la plupart du temps, on participe. Donc c'est pas directement ces voitures-là, mais ce sont aussi des adhérents des vignettes. Par exemple, la CX qu'on a vue tout à l'heure, c'est la mienne. J'ai participé cette année avec la CX au rallye des vignettes en avril. Donc on peut retrouver des adhérents du musée un peu partout finalement. Oui. Et du coup, pour le rappeler, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes sur la forêt de Haye, c'est ça? On est dans le parc de la forêt de Haye, parc de loisirs de la forêt de Haye, donc sur lequel on y retrouve la forêt de Goupil. Enfin, il y a d'autres entreprises qui sont installées, notamment dans le monde du loisir. Et pour nous trouver, c'est pas difficile, on est en face de la SNL. Oui. Voilà, donc il suffit de chercher la SNL ou de demander. Bon, la SNL est un peu plus connue que le musée, et on nous trouve facilement. Donc voilà, donc on est ouvert, je le rappelle, les après-midi des mercredis, samedi et dimanche. Et on était du mercredi au dimanche inclus. Et dans le futur, vous avez des projets futurs pour le musée? C'est-à-dire des évolutions ou des améliorations? On essaye déjà d'entretenir le lieu. Alors je vous parlais tout à l'heure de peinture. Notre projet, c'est de repeindre. Alors on a repeint un peu les piliers pour l'instant, pour voir ce que ça pouvait donner, mais c'est beaucoup de mètres carrés et puis c'est beaucoup de peinture. C'est un grand musée. Je remercie Monsieur Lanquetin et le musée de l'Automobile de Lorraine de m'avoir reçu, et je vous remercie aussi, chers auditeurs, et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Racing Live. RCN, www.rcn-radio.org